Nous sommes très heureux, cher Bernard-Henri Lévy, bienvenue à Chaville, d'être avec vous ce soir. Anne-Sophie Mesadieu a dit à peu près l'essentiel de votre brillante carrière de philosophe, mais aussi d'homme engagé dans la cité, de réalisateur. C'est autour d'un film que nous nous retrouverons ce soir, Une autre idée du monde, qui fait suite d'ailleurs à de nombreuses autres productions cinématographiques depuis votre engagement aux côtés des Bosniaques en 1993. Il y a eu ce film Bosna en 1994. Il y a eu d'autres films ensuite, notamment ceux qui relatent votre engagement aux côtés des Libyens en lutte contre la tyrannie kadhafiste, notamment le serment de Tobrouk. On va évoquer évidemment une grande partie de votre œuvre littéraire, œuvre cinématographique. On va évoquer aussi le livre qui est votre carnet de bord d'une année confinée, mais vécu, vous, comme un homme déconfiné, sur la route des hommes sans nom, qui est paru un tout petit peu avant la sortie sur les écrans de votre film, aux éditions Grasset, votre éditeur habituel. Mais avant tout, j'ai envie, au fond, de commencer cette rencontre par l'évocation de quelqu'un qui a beaucoup compté dans la structuration de votre pensée, de votre trajectoire d'intellectuel engagé. C'était Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, dans une œuvre célèbre, il réclame justement de l'écrivain engagé qu'il soit celui qui soit capable de regarder l'horreur en face. Regarder l'horreur en face, est-ce que c'est ça, au fond, la devise de Bernard-Henri Lévy ? D'abord, ma joie aussi d'être ici et de réinaugurer, enfin d'inaugurer cette reprise des événements culturels dans cette belle ville de Chaville. Je suis assez peu coutumier de ce genre de performance, je n'ai jamais trop le temps, mais c'est vrai que l'idée, après cette année et demie d'enfermement, de confinement, l'idée d'accompagner la mairie, monsieur le maire, Jean-Jacques Guillet, sa première adjointe, Françoise Guillet, que je connais depuis une amie de très ancienne date, tout ça m'a fait plaisir, voilà. Et je suis donc très heureux de vous retrouver dans ce beau théâtre. Alors, regardez l'horreur en face, oui, bien sûr, ma devise, je dirais peut-être pas la chose ainsi, mais un des principes qui m'ont guidé depuis toujours, certainement oui. Et c'est vrai qu'il y a toute une tradition de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des savoirs, qui consiste à dire le contraire, qu'il ne faut précisément pas la regarder en face, qu'il faut tout faire pour l'effacer, l'occulter, consoler les humains, lui donner un sens, même quand elles semblent ne pas en avoir, fabriquer des discours théologiques ou des discours philosophiques qui permettent de réduire ce qu'elle peut avoir d'insupportable. Toute la tradition occidentale a été construite autour de ces entreprises-là. Et c'est vrai que pour ma part, depuis ma jeunesse, je pense exactement l'inverse. Voilà. Les intellectuels ne sont pas là pour consoler les humains, ils ne sont pas là pour enrober le malheur, ils ne sont pas là pour dorer la pilule de leurs frères humains en leur disant c'est pas si grave, c'est pas si tragique, vu d'un certain point, ce qui apparaît à première vue horrible a une sorte de sens caché. Depuis mes tout débuts, en effet, j'ai pensé et agi exactement contre ça. Voilà. Et là, dans ce film que certains d'entre vous ont vu, puisque ce film qui a été produit donc par Christina Larsen et Les Films du lendemain a été coproduit par la région Île-de-France, France Télévisions et Canal+, donc on l'a vu à la télévision déjà beaucoup. Et il a été projeté à Chaville, donc hier après-midi. Vous l'avez vu hier après-midi à Chaville. Donc ceux qui l'ont vu, soit ici, soit, ce qui serait d'ailleurs les conditions idéales, soit à la télévision, savent que
j'ai réalisé ce film en haine de l'idée qu'il faut enjoliver la douleur des hommes. Je crois qu'il faut la montrer, qu'il faut aller au-devant, qu'il faut qu'elle intervienne dans notre salle à manger, dans nos écrans de télévision, et que c'est à ça que peut servir un reporter, un journaliste, un cinéaste ou un philosophe anglais. Alors on va entrer dans le détail, bien sûr, du film, des scènes, des zones de guerre pour certains oubliées, pour d'autres minorées, sur lesquelles vous vous rendez avec vos équipes, avec votre caméraman, avec les équipes. Évidemment, c'est un film passionnant, hein, c'est une sorte de road movie de la géopolitique contemporaine, mais avant peut-être encore une précision. Vous avez fait plusieurs films de guerre, hein, on évoquait Bosna en 1994, on évoquait aussi cette série que vous étiez allé vendre aux dirigeants du monde de l'époque sur les guerres oubliées, c'était donc il y a maintenant 20 ans. Pourquoi ce désir, au moment où le monde va se confiner sous l'effet de ce virus venu de Chine? Pourquoi ce désir, vous, de vous déconfiner d'abord, et d'aller justement sur le théâtre de ces nouvelles guerres oubliées, Bernard-Henri Lévy? D'abord, les guerres oubliées, en effet, pour moi, c'est une vieille histoire, et rien ne m'est plus insupportable que cette idée d'une hiérarchie entre les malheurs, des guerres archi-couvertes, quasiment brahmaniques, et puis des guerres... qui seraient sous les radars, en quelque sorte. Sous les radars et intouchables. Ouais. Ce partage-là m'est insupportable. L'idée, par exemple, qu'il suffise qu'il y a des régions du monde où un incident de frontière peut déclencher la une de la presse mondiale. Je pense par exemple à Gaza, au Proche-Orient, et encore, pas tout le Proche-Orient. Et puis l'idée qu'il puisse y avoir au même moment des guerres qui font des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, parfois peut-être même un peu plus de victimes, et que celle-là n'aimante en rien l'attention mondiale, cette idée m'est odieuse. Je pense qu'il y a là une insulte à l'humanité des autres, une insulte à l'intelligence de nous, et donc j'ai passé mon temps, depuis cette époque du journal Le Monde, en effet. Je me rappelle d'ailleurs très bien, l'histoire était... Enfin, je peux vous en dire un mot, cher... Il y avait une réticence du directeur de la rédaction qui disait... C'est pas exactement ça. Quand même, elles ne sont pas si oubliées que ça. Hein. Le directeur de la rédaction, qui s'appelait Edwy Plenel, du Monde, on est en 1999 ou 2000, me dit, voilà, on a décidé avec mon patron Jean-Marie Colombani d'essayer de renouer avec la grande et belle tradition des écrivains reporters, Hemingway, Malaparte, etc., etc. Est-ce que tu accepterais d'être de l'aventure? Et moi j'ai tout de suite, comme une sorte de réflexe, j'ai tout de suite répondu oui, mais à une condition. C'est justement de ne pas faire le 14e reportage sur la Cisjordanie, sur Gaza, sur machin, pas aller dans les endroits où déjà il y a foule. Et donc la condition que je mets, dis-je ce jour-là à Plenel, c'est que nous choisissions ensemble les 4, 5, 6, 7 guerres que vous n'avez au journal Le Monde jamais couvertes et dont le compteur affiche tout de même, minimum 100 000 morts. Et je me souviendrai toute ma vie, Plenel me dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le journal Le Monde ne peut pas ne pas couvrir une guerre qui a déjà à son débit des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Et je lui dis, chiche, donne-moi 24 heures. Et 24 heures après, je lui reviens, je reviens le voir, je lui dis, je suis vraiment désolé, mais voilà, il y a 6 endroits dans le monde où des guerres font rage depuis des années et des années, qui n'intéressent personne, qui ne vous intéressent pas, et donc, puisque vous semblez au journal Le Monde tenir un tout petit peu à moi, eh bien on va parce que vous me prêtez un tout petit peu de crédit, parce que vous pensez que vous avez quelques lecteurs qui peuvent
être attiré par ma signature, bon, on va se servir de ça pour parler pour la première fois de ces guerres dont vous ne parlez jamais. Donc c'est comme ça que ça commence. À l'époque, vous braquez le projecteur, c'est vrai, sur des guerres oubliées dont vraiment personne ne s'occupe. Chez les journalistes, il faut dire la vérité, hein, notamment les Monouba, par exemple. Les Monouba, dont personne n'avait jamais entendu causer. Le Burundi, où il y avait enfin, tout ça, c'est du passé, mais enfin, passé qui est parfois encore présent. Passé qui est encore présent, justement. Burundi qui était un petit Rwanda. Et comme le système du spectaculaire intégré avait le sentiment d'avoir déjà donné pour le Rwanda, il s'est dit c'est pas la peine de donner, c'est la même chose. Je ne sais pas ce que disait le système du spectaculaire intégré, mais il devait se dire un truc de ce genre. Donc voilà, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin cette année-là, l'année 2000, et j'ai passé l'année 1. Cette année, c'est un peu la même chose. Je rencontre un grand directeur de la rédaction d'un hebdomadaire qui donc Olivier Royan, hélas aujourd'hui disparu. Olivier Royan, voilà, qui me dit la même chose que Plenel 20 ans plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on ne referait pas les reportages, les écrivains reportent? Et puis je lui ai dit, comme je suis un garçon assez constant, je lui ai tenu le même discours. Je lui ai dit oui, mais à condition que j'aille dans des endroits où vous n'êtes pas allé depuis 10 ans. Même si on est allé partout, bah écoute, non. Vous n'êtes pas allé en Somalie, à Mogadiscio, personne n'a remonté les 500 km de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, et ainsi de suite. Voilà. Personne n'est allé depuis 10 ans au contact des talibans, etc. Et personne, alors pardonnez-moi de vous interrompre, mais personne évidemment n'a braqué le projecteur avec l'efficacité et le courage qui sont vos marques de fabrique sur de véritables génocides complètement occultés, complètement passés sous les radars de l'actualité telle qu'elle est mise en scène dans les médias mainstream. Il y a dans votre film des pépites, notamment cette rencontre avec Juma et Victor, une femme nigériane, chrétienne, victime des milices Fulani, qui sont en gros une émanation du groupe terroriste islamiste Boko Haram, hein, mais une émanation un peu diffuse. Et cette femme a subi un véritable calvaire. Dans le film, elle est présente, vous l'interviewez. On sait aujourd'hui d'ailleurs qu'elle est morte, elle a été assassinée après avoir été amputée. C'est ça aussi pour vous, la conception de l'intellectuel engagé. C'est celui qui va voir derrière le miroir de l'actualité médiatique. Voilà. Et oui, voir dans les choses plus que les choses, Victor Hugo, bien sûr. Ça, c'est extrêmement simple. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que l'histoire de ce film a commencé. D'ailleurs, je reçois la visite d'un Nigérian, d'un chrétien du Nigeria, et qui vient me raconter une histoire absolument ahurissante. Qu'il y a au Nigeria, le pays le plus riche d'Afrique, l'un des pays les plus vastes, je crois d'ailleurs, un massacre qui fait des quantités de morts tous les jours, qui n'est pas réductible à un conflit tribal, ethnique, machin, qui est une guerre religieuse, où des hommes sont ciblés, sont découpés à la machette à cause de leur religion, parce qu'ils sont chrétiens, et personne n'en a entendu parler. Et c'est vrai que je suis absolument ébahi quand il me dit ça. Et donc, j'appelle à ce moment-là ma productrice d'aujourd'hui, Christina Larsen, et je lui dis, écoute, il se passe un truc ahurissant. Et je vois Olivier Royan, directeur d'hommage d'une part. Il se passe un truc, si c'est vrai, c'est incroyable. Tout le monde parle des chrétiens d'Orient, à juste titre. Tout le monde parle d'un tas de choses. Il y a un petit Rwanda, enfin, un Rwanda en préparation, qui bout à feu tout et personne n'en parle. Alors personne n'en parle parce que c'est très difficile d'accès, ouais. Parce que c'est en effet pas de tout rose, c'est Boko Haram, c'est tout ça, et voilà. Et là, c'est vrai que le défi m'intéresse, quoi, le défi moral, d'abord le défi en tant que tel, le défi physique m'intéresse aussi, mais le défi moral. Aller voir ce que personne ne veut voir, aller parler de ce dont personne ne veut parler et en rapporter des images m'intéresse au plus haut point. Et ce sont des images, évidemment, qui sont complètement décapantes et bouleversantes pour chacun de ceux qui les ont vues parmi nos auditeurs et qui les verront, bien sûr, on peut le penser.
Mais alors justement, au moment où vous rapportez ces images, où vous publiez dans Paris Match l'article consacré à ce génocide oublié, vous vous êtes étonné. Vous avez dit, mais quand même, vous avez fait plusieurs émissions pour parler de cet article, et vous vous demandiez à l'époque pourquoi si peu de défenseurs attitrés des chrétiens d'Orient de s'emparer de cette cause-là, pourtant si importante. Comment vous expliquez? C'est quoi? C'est de la peur, de la pusillanimité, de l'indifférence, parce que c'est le continent africain? C'est quoi les raisons de ce délaissement? Un, parce que c'est l'Afrique. Deux, parce que le Nigeria est un État archi-puissant, avec des moyens de pression. J'ai même vérifié leur capacité de nuisance et leur propension à menacer. Trois, parce qu'on entre à ce moment-là dans le confinement et que l'Occident se claque mur, qu'on nous explique que pour être solidaire du reste du monde, il faut surtout s'enfermer derrière portes et fenêtres et ne surtout plus aller regarder ce qui se passe ailleurs. Enfin, il y a toute une série de raisons. Quatre, parce que les gens de Boko Haram sont vraiment ce qui se fait sans doute de plus énorme dans le genre fou furieux. Voilà, il y a une série de raisons qui font ça. Et puis parce qu'il y a une espèce de loi de l'historico-mondial, quoi. Il y a des conflits où les gens... C'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 40 ans, à l'époque des grandes idéologies, mais ça le reste quand même. Il y a des lieux du monde où on a l'impression que l'esprit du monde souffle, que l'avenir du monde se joue, que des grandes puissances s'affrontent, que l'équilibre de la planète tient ou est au contraire en péril. Et ces malheureux Nigérians, ces chrétiens du Nigeria, au fond, et c'est l'une des choses qui me révolte aussi intérieurement le plus, qu'ils survivent ou qu'ils disparaissent n'a strictement aucune importance pour l'ordre du monde, pour ses intérêts, pour ses grands équilibres. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Les gens des monts Nouba, au Sud-Soudan, il y a 20 ans, c'était la même chose. Voilà, et quelques autres exemples. Alors on va venir évidemment dans un des épicentres qui est beaucoup évoqué dans votre film, un des épicentres géopolitiques beaucoup plus examinés par nos contemporains, à savoir le Moyen-Orient au sens large, le Grand Moyen-Orient et l'Asie centrale. On va y venir dans un instant. Mais restons justement sur les guerres totalement oubliées. Il y a des scènes du film totalement frappantes, toujours en Afrique, dans un pays, la Somalie, où vous êtes retourné à Mogadiscio. Alors Mogadiscio, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui a changé dans cet État effondré depuis que le réalisateur Ridley Scott a filmé, dans un film célèbre, La chute du Faucon Noir, la débâcle américaine face aux islamistes de Mogadiscio en 1993, Bernard Lévy? Ce qui a changé, c'est deux choses. D'abord, c'est que les islamistes ont vraiment pris le pouvoir. C'est un autre État taliban. Voilà. Ils sont là, ils tiennent pas Mogadiscio, mais ils tiennent certains quartiers de Mogadiscio et ils tiennent le pays. Donc il s'est passé ça. Un mouvement islamiste, affilié, enfin la branche locale d'Al-Qaïda, qui tient tous les leviers du pouvoir. Première chose. Et la deuxième chose qui a changé, c'est que par rapport au film de Ridley Scott, et dans l'indifférence alors absolue du monde, pour le coup, Mogadiscio, honnêtement, on peut vérifier sur YouTube, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu les reportages, ils ne se comptent même pas sur le doigt d'une main depuis 20 ans. Mais c'est l'exemple assez incroyable d'une société, d'une communauté humaine absolument effondrée. C'est-à-dire que, vous avez vu les images, il n'y a rien qui fasse lien entre les humains. C'est-à-dire c'est un paysage de destruction, c'est un paysage de ravage absolu, une barbarie à fleur de terre, des rapports humains réduits soit au clanisme,
soit à la sauvagerie extrême, l'impunité totale pour les sauvages. Voilà, c'est un cas très rare, où vraiment une société, j'ai vu beaucoup d'exemples dans ma vie, hein, de sociétés au bord d'imploser, de situations critiques. J'ai fait des reportages chez les FARC colombiens, chez les paramilitaires de Colombie, je suis allé voir les narcos au Mexique, je connais les zones de non-droit, je sais comment ça. Mais là, à ce point-là, c'est le non-droit absolu. Voilà, c'est plus une société, c'est autre chose. C'est une espèce de version chaotique de la post-humanité cogévienne. Voilà, d'Alexandre Kojève. Hein, Alexandre Kojève, théoricien de la fin de l'histoire, il disait quand il n'y aura plus d'événements, quand il n'y aura plus de grands enjeux historiques, l'humanité sera devenue une fourmilière ordonnée. Bon, c'est une hypothèse. Et puis l'autre hypothèse, c'est Mogadiscio et quelques autres endroits du même genre, où c'est une fourmilière chaotique, quoi, où les hommes redeviennent absolument des loups pour les autres hommes. C'est un spectacle très impressionnant. C'est très, très, très curieux, hein, c'est horrible. Et ça vous obsède, c'est vrai. On en fait des cauchemars. Et ça vous obsède depuis la pureté dangereuse, hein, depuis que vous avez réfléchi à la manière dont un lien social se détruit. C'était votre première analyse de ce qu'on appelait à l'époque le phénomène intégriste, hein, d'ailleurs. Pour moi, il y a deux vraies questions. C'est d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un lien social tient? Cette espèce de chose. Et pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il tient, il faut voir des univers où il a craqué. Et là, on a le négatif. Il faut avoir l'expérience, il faut vivre ce moment de l'histoire des hommes où plus rien ne les relie les uns aux autres, où plus rien ne leur interdit de s'entretuer, où on tue comme on déboise. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai que depuis 20 ou 25 ans, j'ai publié un livre, il y a presque 30 ans, en effet, en 1994, qui s'appelait La pureté dangereuse, et qui était, je crois, en langue française en tout cas, le premier essai de réflexion philosophique sur la question de l'islamisme radical et de ses bases philosophiques, c'est-à-dire la volonté de pureté. Voilà. Donc il y a les deux choses. L'islamisme, le fondamentalisme, la volonté de pureté qui y préside, c'est vrai que c'est une des questions les plus obsédantes pour moi depuis 30 ans, et hélas, ça ne s'arrange pas. Et les quelques intuitions que je pouvais avoir à l'époque des puretés dangereuses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles se vérifient. Et puis l'autre chose qui m'obsède, c'est ça, ce mystère qui fait que des assemblages humains peuvent à peu près tenir. C'est quoi? C'est pas la loi, c'est pas le pouvoir, c'est pas la bonté native des hommes, c'est autre chose. Et cette autre chose, on le mesure, on en prend on le saisit, un peu comme le bonheur. Hein. Le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va. Hein. Voilà. On reconnaît, on voit quand ce lien social craque. Et avec votre équipe, Bernard Lévy, donc tout au long de l'année 2020, vous êtes allé caméra au point, caméra à l'épaule, chercher justement à comprendre comment ça se passe quand un lien social se délite. Alors beaucoup de gens critiquent, et c'est la rançon aussi de vos engagements, on ne peut pas vous retirer une certaine constance justement dans l'analyse du monde. Il y a donc maintenant 4 ans, vous avez publié un essai qui a fait beaucoup de bruit, L'Empire et les 5 rois, où vous dénonciez justement l'apathie ou la faiblesse des démocraties occidentales face au retour des grands empires, l'Empire russe, l'Empire turc, peut-être l'Empire saoudien, on y viendra dans un moment, l'Empire chinois, bien sûr, hein, qui commence à miner un certain nombre de continents, dont le continent africain. Et ça, c'est sûr que dans le film, dans une autre idée du monde, il y a aussi, évidemment, une réflexion sur ces abdications de l'Occident, sur ce que vous appelez ces Munich silencieux. Alors, on ne va pas commencer par le Munich auquel tout le monde pense, on va y venir, c'est le Munich, bien sûr, de l'Amérique en Afghanistan, qui est présent dans le film, naturellement, au travers de votre relation d'amitié avec le fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud. Mais on va commencer par un autre Munich,
tout à fait saisissant. C'est le désinvestissement complet des démocraties occidentales dans le soutien à ces sentinelles de la liberté que sont les combattantes et les combattants kurdes. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pareil, hein. Quand vous donnez votre amitié, vous ne la retirez pas. Ça fait 5 ans que vous les soutenez, vous leur avez consacré un film, Peshmerga en 2016, vous les avez jamais lâchés, et là vous les retrouvez, on peut le dire à nos auditeurs, c'est des images très poignantes, au fond on a l'impression d'un abandon progressif, et vous vous dites, voilà, on les laisse tomber, et Daesh va revenir, la Turquie va s'installer, qu'est-ce qui se passe? Merci en tout cas. Si les images vous ont ému, ça me fait plaisir et ça fera plaisir à mes caméramens qui en sont les auteurs encore plus responsables que moi. Oui, enfin, on est en tout cas les co-auteurs, Marc Roussel et Olivier Jacquin, qui ont filmé tout ça, ces moments de solitude, en effet. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe en gros, le Kurdistan d'Irak, Kurdistan de Syrie, c'est les gens qui ont lutté à côté de nous, et en vérité bien souvent à notre place, contre Daesh depuis 2014. Ils luttent depuis bien plus longtemps que ça, ils ont été victimes de tentatives de génocide par Saddam Hussein en Irak, ils ont été massacrés par les tyrans successifs en Syrie. Bon, ça fait des décennies que ça dure. Le proverbe le plus connu chez les Kurdes, c'est que un Kurde n'a qu'un ami, c'est les montagnes. La montagne où il va se cacher quand la racaille génocidaire se pointe. Donc les Kurdes, c'est ça. C'est ces hommes qui se battent depuis toujours, qui se battent à nos côtés depuis 5 ans, qui incarnent quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire à l'intérieur du monde de l'islam, les valeurs de laïcité, d'égalité entre les hommes et les femmes et de tolérance à l'endroit de toutes les religions. Kurdistan, en gros, c'est ça. Et ça, c'est assez incontestable. Donc c'est très important dans le grand jeu que mènent les démocraties, dans leur corps à corps avec l'islamisme radical. C'est tellement important que les Kurdes existent, que les Kurdes survivent. Justement, on pourrait se dire, depuis 5 ans, les démocraties, la France, les États-Unis, d'autres acteurs européens d'importance, comme l'Allemagne, auraient pu pousser pour que Kurdistan irakien et Kurdistan syrien se réunissent sous la forme d'un État. Or, ils ne l'ont pas voulu. Or, on entend même, et là vous les renvoyez dans leur corde, beaucoup de spécialistes de diplomatie, de géopolitique, etc., qui disent « Ah non, non, il ne faut surtout pas un État kurde démocratique et laïque, ça va foutre la merde au Moyen-Orient. » Ça va énerver Erdogan, ça va énerver le guide suprême iranien, ça va agacer Vladimir Poutine, et ça va agacer le Qatar. Voilà, en gros, et ça va pas faire plaisir aux Chinois. Ben oui, mais c'est bien ça que montre aussi, par-delà les images émouvantes, que montre ce film, c'est que les grandes démocraties, enfin les pays où la démocratie est installée, c'est-à-dire en Occident, elle existe ailleurs, elle existe partout, la démocratie. Il y a des femmes et des hommes, y compris à Mogadiscio, qui croient en la démocratie. Mais enfin, ceux où la démocratie est majoritaire ont cessé d'y croire, sont en recul, baissent pavillon devant les braillards, ont peur de leur ombre, préfèrent vivre à genoux que prendre le risque d'être visé debout. Voilà, donc c'est la situation malheureusement des démocraties, et c'est ce qui fait que je parle d'un Munich planétaire ou d'un Munich américain dans le cas de l'Afghanistan. Ce qui est très, très triste, parce que Munich était une spécialité européenne, hein, comme vous le savez, notamment française. Et notamment française. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons sans doute la 3e grande crise de l'idéal démocratique. Hein. Il y a eu une grande crise dans les années 10 du XXe siècle, à la fin de l'affaire Dreyfus.
il y a eu une grande crise dans les années 30 du XXe siècle, nous vivons là, sans doute la troisième crise. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus généralisée aujourd'hui qu'elle ne fut dans le passé, et que la démoralisation des valeurs démocratiques n'a jamais été aussi spectaculaire qu'aujourd'hui. Alors, c'est pas donc le film porte témoignage de ça. Alors, c'est pas dans le film, mais comme on évoque le Moyen-Orient, le grand Moyen-Orient, le chaudron du monde sur lequel les yeux de beaucoup de nos contemporains sont braqués, on peut quand même évoquer une puissance qui était dans votre livre sur les empires, c'est l'Iran. L'Iran est inquiétant à de multiples titres, et notamment, comme chacun de nos auditeurs de ce soir le savent très bien, par la course à l'atome. Ils vont avoir l'arme nucléaire, c'est une question de mois ou d'années. Alors d'abord, vous demandez, Bernard Lévy, à titre personnel, qu'est-ce que cette perspective vous inspire? Est-ce que c'est une perspective pour vous effrayante? Mais vous demandez aussi si vous avez le sentiment que, par exemple, les Américains, l'Amérique de Biden, est à la hauteur du défi et n'a pas tort, au fond, d'opposer une fin de non-recevoir à ceux qui, comme Israël, par exemple, seraient pour une politique de beaucoup plus grande fermeté face à ces activités terroristes et atomiques. D'abord, l'Iran, il y a la perspective effrayante de l'accès à l'arme nucléaire, et puis il y a le terrorisme. Et il y a la réalité effrayante aussi de la répression quotidienne de chaque instant contre les femmes qui prennent le risque de marcher dévoilés, contre les journalistes iraniens, contre la société civile en formation dans ce pays extraordinaire, héritier d'une civilisation immense qu'est l'Iran. Donc ils ont tout, les Iraniens, si j'ose dire. Hein, tout. Et je crois en effet que, comme pour le reste, comme pour toutes les situations que nous avons trop rapidement évoquées, je crois que les États-Unis d'aujourd'hui ne prennent pas la mesure de l'énormité de l'enjeu. Et ils ne prennent pas la mesure non plus d'ailleurs du système d'alliance qui est en train de s'organiser face à eux. Parce que, en effet, vous évoquiez ce livre, j'ai écrit il y a quelques années, L'Empire et les Cinq Rois. La réalité d'aujourd'hui, c'est que les Iraniens sont alliés, malgré des rivalités historiques très anciennes, aux Turcs, sont alliés, malgré des rivalités d'empire, aux Russes, enfin à la Russie poutinienne, sont financés par certains États, micro-États, méga riches, arabes, et sont baqués par l'Empire chinois, et tout ça crée une espèce de front antidémocratique, anti-occidental et anti ce que l'Occident peut avoir de meilleur, c'est-à-dire, il a aussi des défauts l'Occident bien sûr, naturellement, enfin le goût de la liberté et le respect de la démocratie, qui rend la situation d'aujourd'hui incroyablement périlleuse et explosive. Voilà. Donc je crois que si vous voulez, la lâcheté, elle est toujours moralement répugnante, mais elle peut être extraordinairement dangereuse en termes de pur réel politique, en termes de pur intérêt. Mais alors justement, Bernard Lévy, je crois qu'on n'a jamais intérêt à être veule. Alors justement, Bernard Lévy, on revient à l'intérieur de votre très beau film, Une autre idée du monde, dans les séquences que vous consacrez à un pays que vous avez aimé depuis vos débuts, le royaume de l'insolence, l'Afghanistan. Vous avez été l'ami, vraiment le compagnon de combat, vous avez été un de ses principaux relais dans les médias occidentaux, c'était le commandant Massoud. Aujourd'hui, vous êtes l'ami, mais vous êtes aussi le relais dans les médias occidentaux, parfois même dans les chancelleries, de son fils, qui est un combattant du Panchir tout à fait valeureux et tout à fait déterminé, Arman Massoud. Aujourd'hui, où en est-on? Parce que vous êtes en contact avec lui. Où en est-on 2 mois après le retrait américain, l'installation bien sûr du régime taliban, plus rapidement qu'on ne l'avait imaginé dans la capitale Kaboul? Est-ce que le Panchir arrive à résister? D'abord, en effet, moi ce qui me plaît, c'est pas tellement les combattants, c'est bien sûr les combattants valeureux, mais ce qui me plaît encore plus, c'est quand une femme ou un homme
n'ont pas été fabriqués pour ça, n'en ont pas le goût, parfois même en ont horreur, mais font la guerre quand même. Alors il y a beaucoup de gens l'an dernier qui disaient, au fond, il n'est pas dans le costume, hein, le jeune Ahmad Massoud. C'est ce qui est magnifique. Le jeune Ahmad Massoud, il est tout à fait exemplaire de ces gens qui font la guerre sans l'aimer, parce que c'est un intellectuel, c'est un jeune homme qui a 32 ans, qui aime deux choses au monde. C'est regarder les étoiles, parce qu'il est diplômé d'une grande école anglaise d'astrophysique, et planter des roses, faire des jardins, comme son père le commandant. Il aime les étoiles et il aime les fleurs. Et ce qui est tout à fait admirable, c'est qu'il a décidé, pour un tas de raisons qui sont indiquées dans notre film, il a décidé de reprendre l'héritage, d'assumer l'héritage de son père et d'être celui qui dira non à l'ordre de faire des talibans. Donc c'est ça qui est très impressionnant, parce que les chefs de guerre, il y en a plein, j'en ai vu. J'ai fait il y a 20 ans un rapport pour le président Chirac à l'époque sur l'Afghanistan, le premier Afghanistan après la chute des talibans. J'avais vu les chefs de guerre, Rachid Dostum, le warlord, Ismail Khan, le warlord de Banyan qui s'appelait Khalili. Bon, ça m'épate pas. En revanche, un jeune astrophysicien, intello, pas formaté pour ça, qui prend les armes et qui le fait avec courage, ça je trouve ça magnifique. Alors où est-ce qu'on en est? On en est que l'Occident et notamment les États-Unis ont fait une erreur absolument colossale, que sous prétexte d'arrêter une guerre interminable qui coûtait trop cher, ils vont se retrouver nous allons nous retrouver face à une situation qui va nous coûter infiniment plus cher à tous les titres, les plus en termes d'argent et en termes, hélas, je le crains, de drames et de tragédies, peut-être pas très loin de nous. Donc, on est face à une erreur géopolitique colossale, assez sans précédent, je crois, d'ailleurs, dans l'histoire de la diplomatie. Un grand pays qui, sans aucune raison, décide de baisser pavillon, de s'en aller, de plier bagages, de ne plus tenir sa parole, de se décrédibiliser aux yeux du monde. Depuis l'histoire ancienne jusqu'à aujourd'hui, on a rarement vu un tel exemple de forfaiture. 1. 2. Les talibans ont pris le pouvoir, mais il me semble, d'après les informations en effet qui me parviennent, les coups de téléphone que je m'arrive de recevoir, les appels, qui sont incapables de l'exercer. Et voilà, c'est des bons terroristes, mais c'est des mauvais soldats, et c'est surtout des mauvais administrateurs. Donc ils sont probablement déjà en train de se déchirer. Ils n'ont pas changé, contrairement à ce que disent les experts insupportables. Les talibans 2.0 et tout ça, c'est de la blague. Ils sont les mêmes. D'abord, c'est les mêmes. Ils ont souvent 45, 50 ans. Ils étaient déjà là il y a 25 ans. Et les pratiques sont exactement identiques. On exécute et on démembre un caricaturiste qui a caricaturé le chef taliban local. On torture à mort un chanteur populaire dans une ville au nord de Kaboul. On lapide des femmes soupçonnées d'adultère. Ils n'ont pas changé. Très important, et ils sont incapables d'exercer le pouvoir qu'ils ont pris. Et puis troisièmement, il y a donc ce jeune Massoud qui a lancé un appel à la résistance dans le Panjshir et dans l'ensemble de l'Afghanistan, enfin dont l'écho est parvenu, et qui s'est adressé, et dont l'écho est effectivement parvenu dans le reste de l'Afghanistan. Et je crois que cette résistance, elle croît en intensité, elle prend de l'ampleur. Et je suis prêt à prendre un pari ce soir devant quelques-uns d'entre vous qui sont déplacés. Ça s'appellera le Paris de Chaville. Le Paris de Chaville. Vous verrez qu'il ne faudra pas quelques mois pour qu'on entende parler de cette résistance afghane et de sa capacité à accomplir des coups d'éclat.
Voilà. On en forme le vœu chaleureux avec vous ce soir. Oui, mais vous verrez, le jeune Ahmad Massoud, donc le fils du commandant Massoud, a eu un mot qui je crois, est assez beau. Quelques jours après la chute de Kaboul, les talibans multipliaient les messages sur Twitter disant et sur les réseaux sociaux que le Panjshir s'était rendu. Et que lui, Massoud, et on a eu une conversation téléphonique que j'ai rendue publique, qui a été publiée, je ne sais plus, dans des tas de journaux. Et il avait cette phrase, il a dit, voilà, je suis le fils du commandant Massoud, et le mot, ce que j'ai demandé, mon cher Ahmad, est-ce que c'est vrai que you surrender? Et il dit, the word surrender is not part of our dictionary. C'est une très belle phrase, évidemment. Pas dans le vocabulaire familial. Et je crois que c'est vrai. Donc, voilà où on en est. Alors, et vous savez, au fond, les choses ne sont pas comparables, hein, bien sûr. Rien n'est jamais comparable, et puis, encore plus là. Mais enfin, quand un général français quitte le territoire national, part à Londres, lance un message sur une radio que très très peu de gens ont entendu, qui s'appelle le général de Gaulle, et qui dit « Je suis la France », il est à Londres, blacklisté, pas maltraité par le pays hôte, par Churchill, etc. Et il continue à dire « La France, c'est moi », toute chose inégale par ailleurs, c'est pas très différent de ce jeune Panjshiri qui dit l'Afghanistan, c'est moi. Donc l'histoire universelle, c'est parfois comme ça. L'honneur et l'avenir reposent parfois sur les épaules de quelques-uns. Alors nous avons tracé évidemment déjà un fil de résistance au travers de ce film merveilleux qu'on peut appeler chacun de nos auditeurs à voir s'ils ne l'ont pas déjà fait, une autre idée du monde. On ne peut pas évoquer dans le cadre de cette conversation l'ensemble des scènes que vous y avez tournées avec vos équipes. Vous vous rendez notamment sur l'île de Lesbos, vous vous rendez encore dans d'autres endroits qu'on va laisser de côté dans le cadre de cette conversation pour aussi donner la parole à notre public. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser, mais encore deux choses peut-être à évoquer avec vous. Cette conversation absolument fascinante que vous avez avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est l'actuel président de l'Ukraine libre. Vous avez beaucoup fait pour les Ukrainiens, Volodymyr Zelensky. C'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que vous avez toujours suivi, ancien comique devenu responsable politique. Alors lui, il est entré vraiment dans le costume présidentiel, et vous êtes dans son bureau, vous êtes avec votre ami Gilles Herzog dans son bureau présidentiel à Kiev, et vous parlez de Poutine, l'un des 5 rois. Il vous dit, mais Poutine, c'est un homme qui n'a pas de regard. Est-ce que c'est pas ça la définition, au fond, de ces nouveaux tyrans qui tyrannisent la planète? Ce sont des hommes sans regard. Oui, est-ce que dans cette scène, ce qu'ignore peut-être Zelensky, et que j'ai réalisé en le quittant, c'est que quand il me dit ça, quand il me dit quand vous êtes face à un homme, il y a toujours quelque chose dans ses yeux, il y a de l'intelligence, de la bêtise, de la haine, de la passion. De la passion, de la fatigue, de tout ce qu'on veut, des émotions. Il se passe quelque chose. Et il dit en effet, Poutine, il n'y a rien. Et cette phrase, je me suis dit, je l'ai déjà entendue quelque part. Et plusieurs semaines après, ça m'est revenu. Elle est dans un chef-d'œuvre de la littérature de guerre, qui est le Caput de Malaparte, à propos du gouverneur ou pas le gouverneur, à propos de Ante Pavelić, d'ailleurs, je crois, le dictateur croate. Donc voilà, c'est peut-être une définition d'un tyran totalitaire. C'est possible. Voilà, de Malaparte à Zelensky. C'est pas impossible. Alors, toute dernière question. Vous n'êtes pas le genre à surrender, pour reprendre la phrase que vous citiez à l'instant, vous n'êtes pas le genre à vous rendre, vous n'êtes pas le genre à baisser les bras. Visiblement, vous n'êtes pas fatigué de crapahuter aux quatre coins du monde, comme disent mes confrères. Ça vous plaît. Visiblement, témoigner de la misère des hommes, des malheurs des hommes,
c'est quelque chose qui est au cœur de votre logiciel, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce processus de retrait criminel des États-Unis, la France, en petit, elle fait la même chose au Sahel, quand elle plie bagage et quand elle fait la leçon aux Maliens, en disant maintenant, l'État malien, c'est fini mon travail, on se met au boulot? Non, c'est pas la même chose. La France ne s'est pas retirée au Mali, elle a réduit son dispositif. Elle réduit la voilure, hein. Elle a réduit la sacrément, voilure. hein. Oui, oui. Donc il y a aussi un isolationnisme français, hein. Non, non, c'est pas un isolationnisme, je suis pas d'accord. Non, non, il n'y a pas ce côté fermer la porte et jeter la clé de l'Afghanistan. Non, non, il y a des opérations. C'est peut-être plus hypocrite. C'est peut-être plus hypocrite. Non, c'est peut-être plus efficace. Il y a eu encore la semaine dernière l'élimination d'un dirigeant particulièrement dangereux d'Al-Qaïda. C'est pas sûr. Et faire la leçon aux Maliens, moi je suis pour que les gens se fassent la leçon les uns des autres. Hein, moi je suis pour faire la leçon aux Français quand les Français le méritent, pour faire la leçon aux Américains s'ils le méritent, et aux Maliens quand ils le méritent aussi. Macron n'est pas totalement tort non plus. Non, non, non. Je crois qu'il faut être là-dessus. Alors après, que notre pays ne soit pas épargné par le vent isolationniste et souverainiste qui plane sur la planète, c'est sûr. Que fasse des progrès l'idée, à mes yeux abjecte, que le destin de l'humanité, c'est des humanités séparées, fermées les unes sur les autres comme des monades sans portes et fenêtres, etc. Oui, ça c'est vrai que ça s'appelle le souverainisme, ça s'appelle l'idée que le droit et le juste sont des catégories qui ne doivent opérer qu'à l'intérieur d'un espace national et que ce qui se passe au-delà, on n'en a rien à foutre, que cette idée-là, abjecte, progresse aussi en France, c'est évident. Et ça, on est en train d'en avoir des exemples dans le débat public et dans ce qui s'annonce de la campagne présidentielle. Mais je crois qu'on n'y est pas encore et que les forces qui y résistent sont encore vaillantes. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, tant que je trouverai des producteurs ou des productrices pour m'accompagner, tant que je trouverai des partenaires pour m'aider, comme la région Île-de-France, ou France Télévisions, et m'accompagner dans ce genre d'entreprise et d'aventure, ben je continuerai en attendant que le vent tourne. Voilà. Will not surrender. Merci infiniment, Bernard-Henri Lévy. On vous applaudit pour cette passionnante conversation et on vous applaudit encore plus pour ce film si nécessaire, une autre idée du monde, qui est un film d'un extrême courage. Le moment est venu, alors, pour répondre, d'instaurer un face-à-face avec chacun d'entre vous. Vous avez sans doute beaucoup de questions à poser à Bernard-Henri Lévy. Nous n'avons pas évoqué toutes les scènes de ce film, ni même tous les théâtres d'opération où il s'est rendu avec son équipe, avec ses équipes, mais on va essayer de compléter justement ce qui reste encore imparfait dans ces échanges qui ont duré Quand on voit la rapidité avec laquelle le régime afghan s'est effondré après le retrait américain, quand on voit qu'après 20 ans d'efforts, rien n'a vraiment changé, est-ce qu'on ne peut pas se dire à la fin que finalement il n'y aura jamais une démocratie occidentale, une social-démocratie à la suédoise en Afghanistan, que finalement ce pays-là, il a son modèle propre, qu'il serait vain de vouloir y transposer nos idéaux occidentaux, qu'il faut les laisser vivre leur vie, puis qu'on ne peut pas tenir à bout de bras pour l'éternité un régime qui visiblement n'a aucun soutien populaire, puisqu'il s'est tout de suite effondré dès que les étrangers se sont retirés. Donc est-ce qu'il ne faut pas faire le constat de cet échec et admettre simplement qu'il faut laisser les gens vivre leur vie selon leur modèle à eux, sans vouloir essayer de transposer un universalisme qui n'a pas lieu d'être, puisque visiblement, par aucun moyen, même après 20 ans d'efforts constants, on arrive à imposer un modèle qui nous plairait plus, mais qui peut-être ne convient pas aux populations auxquelles on voudrait l'imposer. Personne n'a jamais eu l'idée d'imposer ou de transposer quoi que ce soit. L'idée, il y a 20 ans,
en Afghanistan et dans d'autres endroits du monde, c'est de renforcer, d'encourager, d'aider celles et ceux qui croient qu'on peut on peut être fidèle à ses racines afghanes, on peut être fidèle à une culture très ancienne, et en plus croire aux droits de l'homme. C'était ça l'idée. C'était pas personne. J'entends ça tout le temps, mais là vous lisez trop, vous écoutez trop les chaînes de CNews. Personne n'a jamais dit ça, qu'il fallait transposer ou imposer. L'idée, c'était de soutenir les femmes afghanes qui trouvaient qu'il n'y avait aucune raison de vivre sous une burqa. 1. 2. Rien n'a changé. Non. Beaucoup de choses ont changé. Et depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis que la société civile afghane a eu le sentiment d'être fraternellement soutenue par les grands pays démocratiques, la démocratie a fait des progrès considérables. La démocratie, c'est pas l'armée. Le fait que l'armée s'effondre, ça, on peut en parler, c'est une autre histoire. La démocratie, c'est la société civile. C'est une presse libre et qui ose parler. C'est des femmes, vous verrez, vous avez vu ça dans le film peut-être, qui vont au foot au même titre que les hommes. C'est ça la démocratie. Et le paysage afghan, et là, faites-moi confiance s'il vous plaît, parce que en effet, je connais un peu, je suis allé beaucoup en Afghanistan. Et j'y suis allé là, et j'y suis allé il y a 20 ans. Et j'y suis allé entre-temps, d'ailleurs, il y a 10 ans, au moment de l'attaque contre les soldats français dans la vallée de Kapisa. C'est incroyable les progrès qu'a fait la société civile afghane. Et troisièmement, la lui laisser vivre sa vie. C'est ça, vivre sa vie. C'est la liberté pour les caricaturistes de caricaturer, c'est la liberté pour les chanteurs afghans traditionnels de chanter des chansons folkloriques éventuellement modernisées sans se faire égorger pour autant, et c'est la liberté pour une femme de regarder avec curiosité un homme sans être lapidé, comme on le voit sur des vidéos documentées qui circulent sur les réseaux sociaux, par des meutes de salopards talibans. Laisser la société afghane vivre sa vie, c'était ça. C'est laisser ce progrès se faire. Et ce n'était pas la social-démocratie suédoise. Ce qui était en train de gagner en Afghanistan, jusqu'il y a quelques semaines, c'était une société afghane fière de ses racines, fière de sa culture, fidèle à sa mémoire immémoriale, mais trouvant aussi qu'on peut vivre ça avec en plus les droits des femmes et les droits des hommes. Vous savez, dans ce débat-là, les civilisations, les cultures, c'est pas des blocs, et c'est pas des blocs incompossibles. Il n'y a pas d'un côté la démocratie qui serait forcément suédoise, et de l'autre côté la culture afghane qui serait forcément autocratique. Il y a des porosités entre les cultures. C'est ça la grandeur de l'espèce humaine, c'est qu'on peut être afghan et prendre des bouts de la culture que vous appelez la social-démocratie suédoise. Par exemple, le droit pour une femme d'avoir le visage découvert. Par exemple, le droit pour un journaliste de faire une enquête. Et ça n'implique pas de se renier. Donc ce qui était en jeu, c'était ça. C'était en train de marcher, imparfaitement, bien sûr, mais, et notamment l'effondrement de l'armée, une élite politique corrompue, bien sûr, mais une démocratie, c'est tellement plus large que ça. C'est tellement pas réductible à une clique de voyous galonnés qui ont pris le pouvoir. Et je vous promets, il faut avoir passé mais même quelques jours à Kaboul ou à Mazar-i-Sharif ou dans le Panjshir pour comprendre ça. Que la démocratie, c'est les gens, c'est la vie. Et tant mieux quand c'est en plus un état de droit, ça vient, c'est comme un couronnement, c'est comme un surcroît. Mais tout le reste existait. Donc c'est pour ça que c'est une erreur colossale. Et cette façon qu'ont les responsables de ce désastre de dire de toute façon c'était perdu, ça ne servait à rien, etc., c'est tellement
horrible. Quand on pense au nombre de bases militaires américaines ou occidentales dans le monde entier, quand on pense au nombre d'endroits où les Occidentaux sont, et à juste titre d'ailleurs, c'est ça une grande puissance, c'est pas aller faire la guerre. Et d'ailleurs, en Afghanistan, par parenthèse, ça faisait des années que les Américains ne faisaient plus la guerre, qu'ils n'étaient plus en mission de combat. Hein. Donc quand on pense à l'incalculable nombre d'endroits où, comme une grande puissance qu'ils sont, et que nous sommes présents, à un endroit où c'était particulièrement nécessaire, où ça marchait, où ça avait des effets de dissuasion, où à l'ombre, sous la protection de ces 2500 soldats américains, une société civile était en train d'éclore et qu'on a laissé tomber tout ça, je vous assure, quand on connaît un tout petit peu la situation, c'est un crève-cœur. En tout cas, moi, ça me brise le cœur. Merci beaucoup, Bernard Olivier. On va prendre d'autres questions. Bonsoir, je voudrais vous poser deux questions, si c'est pas trop. D'une part, sur l'Afghanistan, en fait, je me suis toujours intéressé aux problèmes de ce grand pays, et qui est victime de son morcellement d'ailleurs, qui fait sa faiblesse, notamment au moment de l'assassinat du commandant Massoud. Et je me demandais s'il aurait des successeurs un jour, et je vois que son fils, Ahmad, a pris la succession. Par contre, je suis inquiet par rapport aux talibans, que la Chine et la Russie, d'après ce qu'on dit, essayent encore de pactiser avec les talibans. Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est réel, cette pactisation ou pas? Deuxième question, très rapidement, sur les Kurdes. J'ai vu beaucoup de films à la télé sur ces combattantes kurdes qui ont un courage fantastique. Est-ce que la Turquie joue sur le rôle du PKK pour condamner d'avance les Kurdes et le Kurdistan? Est-ce qu'il y aura un jour un véritable Kurdistan? C'est aussi une question très importante. On sait que vous vous battez encore aujourd'hui pour que ce Kurdistan réuni voit le jour. Réuni ou même pas réuni d'ailleurs. Même un bout de Kurdistan, les Kurdes seraient déjà heureux. Vous savez, l'idée kurde prendrait forme même dans un morceau de son territoire historique, en Irak par exemple, où c'est au bord. Ce serait déjà magnifique. Mais en effet, comme d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure avec Alexis Lacroix, il faut, pour que cela advienne, pour que la communauté des nations le décide et l'accepte, il faut aller contre les 3 ou 4 personnages et les 3 ou 4 puissances qui aujourd'hui semblent dicter pour partie sa loi au monde, ça c'est vrai, et notamment la Turquie, qui détient entre ses mains un certain nombre d'armes de chantage particulièrement fortes, le chantage aux réfugiés, le chantage au terrorisme. Moi, je n'oublierai jamais les menaces d'Erdogan adressées à Mme Merkel il y a exactement 2 ans, au moment où on essayait de lui dire, les Allemands, la chancelière essayait de lui dire gentiment qu'il y en avait assez de faire des réunions politiques appelant à la violence sur le territoire allemand, et Erdogan lui dit « Faites attention, si vous avez des attentats terroristes sur le territoire, ne l'oubliez pas ». Donc voilà, faire accepter un État kurde, ça voudrait dire aller contre tout ça. Donc moi je le souhaite ardemment, je pense que ces femmes et ces hommes le méritent, je pense que nous le leur devons, parce que si nous n'avons pas eu plus d'attentats en Europe, c'est aux Turcs que nous le devons, parce qu'ils étaient la première ligne, c'est sur eux qu'est venue se briser la première vague, une partie de la première vague des djihadistes et des cinglés. Voilà. Et quant à la reconnaissance des talibans, vous avez tout à fait raison, ceux que j'appelle les 5 rois dans un livre précédent, c'est-à-dire la Chine, la Turquie, l'Iran, la Russie et le Qatar, ont été les 5 premiers États avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir,
à reconnaître, à flatter, à recevoir les talibans. Tout ça est absolument documenté. Au moment, enfin le premier, c'est Trump, qui, alors là encore, ça fait partie du mystère de l'abaissement de ces États-Unis que j'aime tant, qui sont une de mes patries de cœur, mais fait partie du mystère cette décision ahurissante du précédent président américain qui, d'un seul coup, décide d'ouvrir une négociation avec les talibans sans en prévenir l'État vaguement légitime, enfin, l'État légitime de l'époque, et sans aucune condition. Il y a eu ça d'abord. Et puis après, dans les mois qui ont suivi, il y a les 5 que je vous ai cités qui ont fait la queue, ou qui ont appelé et invité à les rencontrer, les responsables talibans, bien sûr. Donc aujourd'hui, cet État terroriste, cet État Al-Qaïda, parce que c'est ça, là non plus, n'ont pas changé, les talibans. Les liens avec Al-Qaïda n'ont jamais été rompus. On n'a pas le temps ce soir, mais nous sommes quelques-uns à en avoir toutes les preuves. Et même avec l'État islamique, avec lesquels ils sont en principe en conflit, les solidarités et les proximités sont innombrables. Mais, donc cet État-là, cet État terroriste, il est soutenu, en tout cas depuis le printemps dernier, par les 5 que vous avez cités. Et ça n'est pas le moins préoccupant dans cette histoire. Merci beaucoup Bernard Lévy. On va prendre d'autres questions. Voilà, monsieur. Bonsoir, monsieur Bernard-Henri Lévy. Je vous remercie d'être venu. Et je me présente, je suis étudiant en géopolitique et je suis actuellement à Normal Sup. Et j'aimerais vous poser une question, justement. Je fais la transition avec la précédente question sur la Chine, qui est un régime totalitaire qui menace la stabilité du monde, notamment avec sa reconnaissance du régime des talibans ou encore son massacre des peuples ouïghours et tibétains, sans oublier la répression des manifestants pro-démocrates à Hong Kong et sa menace sur Taïwan. Est-ce que vous préconisez une intervention militaire dans le Pacifique et également éventuellement une riposte si jamais la Chine venait à envahir Taïwan, qui est une démocratie libérale et qui est notre allié? Que faire face à la Chine totalitaire? Que faire face à la Chine totalitaire? Aujourd'hui, en effet, 1, défendre nos valeurs, et 2, encourager de manière crédible ceux qui se reconnaissent dans les valeurs dans nos valeurs. Ne pas les laisser tomber. Voilà. C'est ce que l'Occident a fait avec les dissidents soviétiques dans les années 70-80, et c'était juste. On n'intervenait pas militairement. On les accueillait quand ils émigraient, on les soutenait quand ils restaient sur place, on recueillait leurs messages, on leur envoyait des journaux clandestins, on émettait des programmes radio. Voilà. Ce travail-là de soutien aux dissidents, aux démocrates, à ceux qui font vaciller, peut-être trembler, et qui un jour renverseront un État totalitaire, c'est le minimum que doivent faire, si elles ne veulent pas aller à leur perte, les démocraties. Après, vous évoquez une situation, alors, pour le coup extrême, que je ne préfère pas imaginer, c'est qu'est-ce qui se passerait si la Chine totalitaire attaquait Taïwan. Je peux rien vous répondre de plus que la chose suivante. Il y a l'ordre du monde, le fait que la planète n'ait pas une Somalie généralisée, comme je la décrivais tout à l'heure, repose sur des règles et sur des traités et sur des paroles données, et généralement consignées dans des pactes. Dans une hypothèse comme celle que vous évoquez, évidemment qu'il faudrait que les traités soient respectés et que les alliances fonctionnent, bien sûr.
Mais le vrai problème, il n'est pas là. Normalement, dans un ordre du monde à peu près qui fonctionne, qui ne soit pas en route vers une somalisation générale, les Chinois n'y penseraient même pas. Jusqu'à ces dernières années, jamais un régime chinois totalitaire n'aurait songé à envahir Taïwan, parce qu'il prenait au sérieux la dissuasion américaine, parce qu'il prenait au sérieux la disposition des démocraties à défendre leurs alliés. La vraie situation nouvelle qui est effrayante, qui donne le vertige, c'est que les grandes démocraties sont peut-être prises moins au sérieux par le régime chinois. Parce que l'Afghanistan, parce que les Kurdes, et parce que le 29 août 2013, jour fatal s'il en est, où Barack Obama, après avoir dit qu'il y avait une ligne rouge qu'il ne laisserait jamais franchir par le régime syrien de Bachar al-Assad, la ligne est franchie, on gaze les enfants, il fait le tour de la Maison-Blanche, il réfléchit, puis il dit, tout compte fait, bon, la ligne n'était pas si rouge que ça. Donc la vraie question, c'est celle-là. C'est pas de savoir, je pense que ça n'arrivera néanmoins pas grâce au ciel, mais la vraie urgence, c'est que les grandes puissances non totalitaires du monde retrouvent leur crédit, retrouvent leur capacité de dissuasion, qu'on recommence de les prendre au sérieux. Et rien n'est pire pour un ordre du monde que cet état, cette situation où les tenants du droit ne sont plus crédibles, où les alliés laissent tomber leurs alliés, où on accepte d'envoyer à la boucherie des gens qui se sont battus pour vous. C'est très très dangereux cette situation-là. C'est d'abord immoral, bien sûr. Mais en plus d'être immoral, c'est dangereux, parce que ça introduit dans les relations internationales une espèce de tourbillon comme ça, de zone d'incertitude tout à fait vertigineuse. Voilà. J'ai écrit d'ailleurs il y a 17 ans un livre qui s'appelait American Vertigo, et où je sentais un peu venir ça. Le vertige auquel je pensais, c'était ça. C'était une Amérique en train de plus très bien savoir quelle était sa place dans le monde, à quelle part de son histoire elle devait être fidèle, à quoi elle servait dans l'économie métaphysique du monde. Voilà, et on en est là. Et cette situation, il faut être très prudent quand on aborde ces sujets, parce que c'est extraordinairement inquiétant. Alors, pour compléter la question de monsieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes des États-Unis, au fond, qui nous expliquent, Bernard-Henri Lévy, qu'il y a des phases dans l'histoire de la République américaine, des phases d'expansion vers le monde. Par exemple, Roosevelt, le geste de Roosevelt pour arrêter la contamination de l'Europe par le nazisme. Puis il y a des phases de rétraction, et on serait, au fond, engagé, depuis Barack Obama, dans une phase de rétraction des États-Unis sur leur île continent. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça n'est que ça, parce que qui dit rétraction dit mouvement inverse possible. Mais il y a une deuxième hypothèse, une seconde hypothèse à laquelle j'ai tendance, hélas, à croire, qui est en gros la suivante. Moi, je crois qu'au fond, l'essence de l'Amérique, l'Amérique a été créée il n'y a pas très longtemps, pour refaire l'Europe en mieux. C'est ça l'Amérique. L'Amérique a été construite par des pères fondateurs qui étaient des lecteurs de l'Énéide de Virgile et qui pensaient qu'il y avait une grande civilisation, le droit, la démocratie, la liberté, et que quand cette civilisation faillissait quelque part, il fallait la recommencer un peu plus loin. C'est l'histoire de Troie qui devient Rome, c'est l'histoire de Rome qui devient l'Europe, et c'est l'histoire de l'Europe qui devient l'Amérique. Depuis les pères fondateurs jusque quelque part dans le XXe siècle, après Roosevelt, peut-être jusqu'à Kennedy, l'Amérique a pensé ça, a pensé qu'elle avait pour vocation métaphysique d'être le meilleur de l'Europe, d'incarner le meilleur de l'Europe en encore mieux. Sans le nazisme,
sans le communisme, sans les guerres de religion, sans toutes ces horreurs qui ont défiguré l'Europe. C'était ça le rêve américain. C'est pas les grands espaces, les cow-boys, le Far West, leur vrai rêve américain. Quand on lit les pères fondateurs et quand on lit jusqu'à John Fitzgerald Kennedy, le rêve américain, c'est l'idée qu'il y a des valeurs extraordinaires qui ne cessent d'être défigurées, qui ne cessent d'être profanées, et qu'il y a un endroit où peut-être elles peuvent trouver leur plein accomplissement. Alors moi, ma seconde hypothèse, c'est que ce rêve virgilien de l'Amérique, c'est peut-être lui qui est en train de mourir. Et c'est peut-être ce fil-là, ce fil d'or, ce fil un peu sacré, entre le meilleur de l'Europe et l'Amérique, qui s'est rompu. Et c'est ça qu'on veut dire au fond, quand on dit que les derniers présidents américains regardent vers l'Asie, quand on dit que Barack Obama s'est mal conduit en ne se rendant pas à la fin de son mandat à tel rendez-vous avec la chancelière Merkel, quand on s'étonne qu'il ne soit pas venu à Paris, qu'il ait envoyé un délégué de second rang après les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan. Il y a peut-être ça, il y a peut-être ce fil occidental, ce fil qui commence à Troyes, qui passe à Rome et qui est en train de se briser. Voilà. Et ça, si c'est ça, c'est pas juste un épisode de plus dans cette espèce de contraction et expansion qui est la marque en effet de la politique étrangère américaine. C'est vrai qu'il y a ça, hein. Il y a des périodes isolationnistes et des périodes wilsoniennes. Et wilsonienne, c'est président Wilson, Société des Nations, etc. Bon, si c'est ça, formidable. Ça veut dire que l'Amérique sera de retour assez vite. Mais ça pourrait être l'hypothèse que je viens d'évoquer. Merci beaucoup Bernard Lévy. D'autres questions, chers amis? Oui, alors une main se lève ici, une main se lève là-haut. Monsieur, je vous en prie. Oui, je crois qu'on va libérer nos amis, surtout moi. Alors peut-être les trois dernières questions, hein, voilà. On va les prendre quand même, hein, Bernard Lévy. Voilà, hein. On va les rassembler, si vous voulez, les trois dernières questions, hein, Sophie. Alors, si on parle du déclin de l'Amérique, pour moi, ça a déjà commencé il y a 50 ans, avec la défaite du Vietnam, l'humiliation, je rappelle ça, l'humiliation en Iran avec la prise d'otages qui a duré 444 jours de 52 diplomates américains, et avec une opération militaire lamentable dans le désert iranien. Ensuite, on saute un peu les années, on a les attentats du 11 septembre et le chaos pas géré du tout de l'invasion en Irak. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a en 2021? On a le retrait en Afghanistan, mais on nous vend autre chose, enfin l'Amérique nous vend autre chose, on dit ah oui mais on va mettre les moyens sur une guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'on va faire effectivement la guerre de l'espace, neutraliser les capacités, défendre les satellites de communication, défendre effectivement le monde tel qu'il est. Donc, est-ce que l'Amérique peut rebondir après 50 ans de déclin? C'est une question. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va rassembler deux autres questions. Une, donc, en haut, voilà, et une sur la travée de droite, enfin de gauche en réalité, mais de droite vue de la scène. Bonjour. Est-ce que, rétrospectivement, vous n'auriez pas l'impression de vous être trompé sur la Libye, ou du moins d'avoir ouvert la boîte de Pandore? Est-ce que vous le regretteriez? Merci. Il y a d'ailleurs une scène qu'on n'a pas évoquée, parce qu'on n'a pas tout évoqué, où Bernard Lévy se retrouve pris avec son véhicule et ses équipes dans un véritable traquenard urbain, avec des miliciens. Vous nous direz peut-être un mot là-dessus dans un instant. Bernard Lévy. Dernière question, cher monsieur. Bonsoir, et d'abord merci pour cet échange qui est très stimulant. Je voulais revenir, si vous le voulez bien, sur le renoncement, les causes du renoncement que vous avez décrit. Vous avez parlé de lâcheté, mais au-delà de pour en venir sur un autre plan que le plan moral, est-ce qu'il n'y a pas d'autres obstacles? Moi j'en vois au moins deux, et j'aimerais bien vous entendre dessus. Le premier, c'est, vous avez dit que la démocratie, c'est la société civile. C'est vrai, mais en fin de compte, pas seulement, parce qu'une société civile sans État, sans garantie des règles, sans rien, sans tribunaux, sans police,
sans capacité à organiser des élections, ça n'est rien. Et là-dessus, on n'a pas réussi, on va d'échec en échec parce qu'on n'arrive pas à construire un État à côté de cette société civile. Ça, c'est le premier obstacle. Et pour moi, le deuxième obstacle, il est d'une autre nature, c'est une forme de lassitude des opinions publiques. On parlait aux États-Unis il y a quelques années déjà d'une sorte de fatigue de la guerre. Voilà, comment surmonter ces deux obstacles qui sont quand même assez concrets et difficiles à résoudre? Merci beaucoup. Ces trois questions ne sont pas sans lien d'ailleurs. Voilà. Alors très vite, parce que je crois qu'on doit libérer la salle, mais en deux mots, est-ce que je crois à un rebond des États-Unis? J'ai répondu déjà, je ne sais pas honnêtement. Vous êtes sûrement même plus compétent que moi là-dessus. Moi, je peux vous dire, mon analyse philosophique, c'est celle que j'ai dite tout à l'heure. Voilà. Est-ce que le mouvement que j'ai décrit est réel? Et s'il est réel, est-ce qu'il est réversible? C'est la vraie question, et je n'ai pas la réponse. Sur la Libye, est-ce que je regrette l'intervention occidentale auprès du peuple libyen pour le débarrasser d'un dictateur dont, dans sa majorité, il ne voulait plus? Non, je ne le regrette pas, et pas un instant. Et quelles que soient les déceptions qui ont pu suivre, quelles que soient les difficultés à construire un État, quelle que soit la lenteur de l'invention républicaine et démocratique en Libye, je pense qu'il ne faut pas le regretter, et qu'au fond, vous savez, ça c'est une conviction que j'ai chevillée au corps depuis toujours. Le rôle d'un démocrate, c'est pas de fabriquer une démocratie justement à la place des gens, c'est simplement de ne pas le leur interdire, de leur donner éventuellement la clé, de les encourager à ouvrir la porte, de ne pas venir leur dire que le royaume de la démocratie leur serait interdit par une sorte de décret providentiel. Après, c'est leur affaire. Voilà. Donc la responsabilité et la noblesse de quelques démocraties occidentales en 2011 a été de dire ça aux Libyens. David Cameron, Nicolas Sarkozy et Hillary Clinton. Ça a été de leur dire, écoutez, vous voulez vous libérer, oui, à vous de jouer. En tout cas, c'est pas parce que vous êtes arabe que cela vous est interdit, c'est pas parce que vous êtes musulman qu'il y aurait une opposition de principe, et c'est pas parce que vous vivriez dans un pays du Sud qu'en vertu de je ne sais quelle théorie des climats, la voie vous serait fermée. Après, qu'un peuple emprunte la voie ou ne l'emprunte pas, qu'ils prennent des chemins de traverse, que ça prenne du temps, qu'ils se mettent en retard, ça c'est une autre histoire. Mais la responsabilité de ceux qui les ont précédés dans ce chemin, moyennant d'ailleurs eux aussi des parcours pour le moins semés d'embûches, leur responsabilité c'est de ne pas fermer la voie. Donc je ne regrette rien de ce qui a été fait, et je continue de penser que ce fut à l'honneur des pays qui se sont mêlés dans cette affaire, à commencer par la France. Troisième et dernière question, bien sûr que la démocratie c'est les deux. Quelle était la question? Est-ce que c'est seulement une société? La construction des institutions étatiques. D'ailleurs, c'était un livre de votre ami Fukuyama, State Building, dans les années 2000. Oui. Et pourquoi on n'arrive pas au State Building? Je résume votre question, mais en gros, c'est ça. Ah non, et la fatigue, voilà. Pourquoi on n'arrive pas au State Building? Et la fatigue des guerres, oui. Mais la fatigue des guerres, on a raison d'être fatigué. Comme on se le dit souvent avec Christina Larsen ici présente, il y a une scène à la fin du film où on voit le général Barzani qui dit « Je suis fatigué. Fatigué de quoi? Fatigué de faire la guerre. Fatigué du sang versé. Fatigué d'être en uniforme toute la journée. Fatigué de ne pas jouir de la vie et d'avoir à enterrer ses morts. » Évidemment qu'on est fatigué de la guerre. Évidemment que c'est ce qu'il y a... En particulier pour quelqu'un qui l'a un peu approché comme moi, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Donc il n'est pas question d'en faire l'apologie. Mais est-ce qu'on est fatigué de la guerre ou est-ce qu'on est fatigué de voir
que le state building, la construction d'un État, hein, non, moi je crois que ne se passe pas comme on aimerait. Moi je crois qu'on est... Alors on est impatient. Un, on est fatigué de la guerre, ce qui est légitime. Deux, on est impatient, on est animé d'une impatience historique, ce qui est un des péchés modernes. Et ça, on a tort. Les choses prennent du temps. L'histoire, c'est pas interrupteur électrique, c'est pas c'est pas automatique. Et l'histoire de la France et l'histoire des États-Unis, elle a traversé des épisodes particulièrement bouleversés, la guerre de sécession en Amérique, bref, plus le temps de faire des cours d'histoire. Mais deux, on est à tort impatient. Et puis trois, oui, le nation building, la construction d'un État, la construction d'institutions, d'un État de droit, c'est capital. Moi, j'ai fait il y a 20 ans un long séjour en Afghanistan, envoyé spécial du président Jacques Chirac, entre décembre 2001 et mars 2002. Et j'en avais ramené un rapport que vous pouvez trouver, qui est sur Amazon, et où j'expliquais sur 200 pages, à mon avis, comment il fallait faire pour construire en Afghanistan une armée, une police, un cinéma, une presse, etc. etc. Ben, il y a une partie de ce programme, d'abord, que les Afghans, l'essentiel de ce qui a été accompli, ont accompli tout seuls, une partie où ils ont été accompagnés, d'autres où ils n'ont pas été, et d'autres, enfin, où nous avons témoigné par avance notre propre fatigue de nos propres valeurs. Parce que la vraie chose inquiétante, c'est une vieille histoire, ça d'ailleurs, mais c'est la fatigue de la démocratie dans les démocraties elles-mêmes. Il y a un vieux texte en 1934 ou 1935 de Léon Blum, au début de la montée du nazisme, où il dit ça, où il dit que ce qui le frappe beaucoup, peut-être 35, 2 ans après l'accession d'Hitler à la chancellerie, c'est la fatigue des démocrates. C'est leur façon de déclarer forfait. C'est le fait qu'ils soient impressionnés par les performances des régimes totalitaires. Le fait qu'ils baissent les bras aussi facilement. Voilà. Et ça, c'est peut-être un poison alors récurrent, parce que alors là pour le coup ça va et ça vient, qui mine les démocraties. Voilà. Je vous remercie infiniment. J'étais très heureux de cet échange. Merci infiniment, cher Bernard Lévy, pour ces échanges dans la vie de Chaville, très réceptifs aussi aux images que vous avez bien sûr ramenées, mais aussi au discours que vous portez. Donc on voulait aussi remercier chaleureusement la ville de Chaville, les équipes de l'Atrium, Madame la maire adjointe, Monsieur le maire, son épouse. Merci beaucoup à tous. C'était des échanges absolument passionnants. Et never surrender, cher Bernard Lévy, hein, ne cédez pas aux passions tristes de l'époque. Merci à tous. À nous